Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont toutes un parcours scolaire chaotique, avec un niveau d'études parfois très bas, voire complètement inexistant, car certaines ne sont même jamais allées à l'école et elles ont néanmoins réussi à gravir les échelons à la seule force de leur volonté et de leur motivation. Et nous allons voir que pour réussir dans la vie, elles ont dû apporter continuellement la preuve de leur efficacité. D'abord, nous allons saluer Annie. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez grandi dans une très grande fratrie. Vous étiez combien de frères et sœurs? 13. Vous étiez la combienième? J'étais l'aînée des filles, j'avais un frère au-dessus de moi. D'accord. J'ai élevé tous mes frères et sœurs. J'ai aidé maman parce que je ne voulais pas lui laisser toutes les charges à elle et je le faisais spontanément sans qu'elle me le demande et je trouvais que c'était tout à fait normal. Mon père était dans les travaux publics et ma mère, elle élevait ses enfants. Mais elle faisait du travail supplémentaire pour avoir de l'argent. Elle gardait d'autres enfants. On a été jusqu'à 18 dans la maison parce qu'elle prenait des enfants à charge pour faire un petit peu d'argent. Elle faisait de la couture le soir très très tard. Je l'aidais aussi à faire de la couture. Mais toute cette vie très dense et d'enfance qui n'était pas une enfance normale comme beaucoup de mes amis, eh bien je ne la regrette pas du tout parce qu'en fait on m'a bâti à me battre dans la vie. Je voulais absolument, effectivement, m'en sortir. Je voulais montrer ma réussite. Alors, vous étiez une petite fille coquette avec un engouement pour un accessoire en particulier. Quand on vous regarde, il y a beaucoup d'accessoires. Il y en avait un en particulier. Lequel? Les perruques. C'est-à-dire que j'avais des cheveux très très longs et je ne voulais pas les couper. Et je m'étais attribué dans un magasin, un jour comme ça, l'envie de porter une perruque. Alors c'était monstrueux, c'était très très volumineux, etc. Moi, je me regardais, je trouvais ça bien. Et évidemment, tout le monde me posait des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé tes cheveux, etc. Et j'ai commencé à développer sur le fait que de changer de tête, c'était amusant. Et pour moi et pour mon environnement, puisque tout le monde posait des questions, tout le monde trouvait ça drôle. Quelle importance vos parents accordaient-ils à votre scolarité? Vous alliez à l'école? J'ai été, oui, à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études. Vous aimiez y aller? J'aimais y aller parce que ça me mettait à l'extérieur de cette charge de travail qu'il y avait à la maison. Mais en fait, j'aimais bien étudier. Je voulais montrer aussi à la maîtresse d'école que j'étais quelqu'un d'attentionné, qui voulait pas être prise en défaut. Donc j'apprenais le soir très très tard, je me mettais dans mes livres. Et puis le lendemain... Vous étiez bonne élève? J'étais une bonne élève. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Une fois que j'ai fait les certificats d'études, que j'ai passé ce brevet, je suis allée travailler dans une usine qui était juste à côté de chez moi, à 7 km. Pour tout vous dire, je partais le matin en vélo ou en vélomoteur par la suite. Même en temps de glace ou de neige, je prenais la route et souvent je tombais parce que je ne savais pas bien me mettre sur le vélo et le vélomoteur. Un jour, j'ai failli passer sous un camion, mais là, je suis ici, donc je n'ai pas eu ça. Et j'avais travaillé dans une usine où on faisait des ressorts de matelas. Et je tissais les ressorts de matelas avec les doigts. Donc j'ai encore des marques, effectivement, sur les mains. Et 2 ans après, j'ai fait de la soudure à l'autogène. Donc c'est un travail complètement dédié aux hommes. Mais j'étais très douée parce que j'aimais faire les choses très très fines, faire de la dentelle avec mes soudures. C'était pour souder des sièges de voiture. Donc c'était de tourner autour des ronds, des tubes pour souder. Et très très vite, je suis devenue responsable de la chaîne, parce que c'est un travail de chaîne. Et 1 an après, j'étais déléguée dans cette usine. Enfin, déléguée du personnel? Oui, j'ai su m'imposer. C'est-à-dire que tout ce que je faisais... C'était un milieu d'hommes, si je comprends bien. C'était un milieu d'hommes. Vous étiez toujours aussi coquette, vous? Oui, oui, oui. Et malgré ça, vous avez réussi à vous imposer? Oui, je m'imposais parce que comme je défendais les causes, par exemple, quand on soudait à l'autogène, on avait des bottes et des guêtres et des choses qui étaient très encombrantes. Et quand une boule de feu tombait dans le guêtre ou dans le brassard, c'était terrible. Donc j'ai fait changer ces méthodes en disant, vaut mieux rien avoir, ça ne brûlera pas plus que si ça vient sur la peau, on a le temps de les éjecter. À quoi vous rêviez à ce moment-là? Vous vous projetiez comment dans l'avenir? Je rêvais pas vraiment, je voulais sortir quand même de l'usine, je voulais pas y rester, certes. Et le meilleur moyen, c'était de sortir avec le patron. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait.
Mais c'était vraiment très amical. De toute façon, je sortais avec Comment lui ça, parce c'est très que amical? il m'a appris à bien me tenir au restaurant. Non, mais à c'était bien plus poser. qu'amical, j'imagine. Non, non, non. C'était vraiment très platonique. C'est quelqu'un qui a aimé me faire gravir dans la vie en me donnant des bons gestes dans la vie extérieure. Et non, non, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée et qui était seule, qui vivait seule. C'est un monsieur qui vivait seul et qui a beaucoup... qui aimait mon acharnement dans la vie Sans professionnelle. aucune arrière-pensée. Je ne dis pas qu'il n'a pas essayé, mais j'ai fait comme madame, les choses étaient très très claires. J'ai dit non, d'abord parce qu'il était très âgé par rapport à moi, et je disais que je voulais bien effectivement défendre les causes des employés dans l'usine. Il vous a respecté. Il m'a respecté. Et à l'âge de 19 ans, vous avez frappé à la porte d'une société dont les produits vous passionnaient particulièrement. Il s'agissait de quoi donc? Des perruques. Donc je suis retournée essayer des perruques parce que je trouvais que c'était quand même très pratique. Donc d'une perruque courte, j'en ai acheté des carrés. De devenue en brune, je suis devenue blonde. Et puis après rousse. Enfin, c'était un jeu. C'était un jeu parce que je me mettais dans une situation face aux autres de changement. Et contrairement à ce que j'ai entendu sur les deux témoignages avant, moi j'ai toujours voulu séduire et j'ai toujours voulu accrocher par ma personnalité. Et je crois que encore aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je le fais parce que je veux gagner. Elles aussi, oui, mais je veux gagner d'une manière en séduction, quoi. Je mets en avant l'atout tout à l'heure, vous avez posé la question. Physique. Voilà, vous avez posé la question, est-ce que votre beauté vous a aidé? Moi, je pense que oui, vraiment. Je pense qu'il faut absolument le défendre parce que ça aide. J'ai été entourée de beaucoup d'hommes qui m'ont aidé dans ma vie professionnelle et c'est bien. Et comment ça s'est passé au sein de cette société? Vous avez été embauché? Comment vous avez évolué? Non, dans cette société, j'ai seulement vampé ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire que quand j'étais dans cette usine, il y avait le midi des gens qui venaient exposer dans le comité d'entreprise tout un tas d'objets. Et quand j'ai rencontré la personne de cette société, qui avait du mal à vendre à domicile à l'époque des perruques, moi je lui ai dit ce serait bien peut-être de faire une exposition dans cette usine que je connais très très bien. Eh bien écoutez, donc la fameuse usine où vous aviez travaillé. Voilà. Mais il n'y avait que des hommes dans cette usine. Oui, mais il y avait des femmes quand même qui entouraient le réfectoire, il y avait quand même des femmes dans les bureaux, etc. Donc je vais avec une valise, avec mes perruques, et je reviens et je balance l'enveloppe avec l'argent sur le bureau et je dis voilà, j'ai tout vendu. Il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi je n'ai rien fait, j'ai fait que de la démonstration. C'est vous qui portiez les perruques à chaque fois? Oui, c'est moi qui faisais la démonstration. Et voilà, c'est démonstration, ça m'a suivi toute ma vie, puisqu'après dans les grands magasins, j'ai continué les démonstrations pendant des années. Moi je pense que c'est ça, c'est démontrer ce qu'on a envie de vendre. Ça c'est la définition du bon commercial? C'est une réussite en tout cas. Démontrer ce qu'on a envie de vendre. De la réussite, oui, je pense que toutes les personnes qui n'ont pas été à l'école et qui réussissent ont une dimension commerciale. Elles savent se vendre, elles savent s'adapter, elles ont un côté un peu caméléon. Mais aussi, comme disait Samia, elles ont toute la possibilité de rencontrer un tuteur ou une tutrice qui leur enseigne quelque chose. Vous, c'était votre grand-mère, vous, cet être qui vous a amené, qui vous a porté pour la politique, et vous, votre patron qui vous a initié aux bonnes manières. Mais avant tout, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, un sens du combat, ça on le retrouve. Ne pas faire fi des critiques, des regards critiques des autres, et avoir quand même beaucoup d'inventivité et de créativité. Sans créativité, on ne peut pas réussir. Et on sent qu'il n'y a pas de gros doutes. Vous n'avez pas l'air de beaucoup douter de vous. Non. Tout à fait. Un grand sens d'affirmation. C'est rare de douter non, aussi peu. Je vais toujours chercher justement la créativité, je veux toujours faire bien. Et en fait, quand je suis en perpétuelle recherche, quand je regarde les gens, systématiquement, je réfléchis en même temps. Je regarde, je dis tiens, les coiffés comme ça pourrait être peut-être comme ça, pourrait peut-être avoir cette couleur. Évidemment, je suis plus axée sur le visage, mais le visage, ça va aussi avec la toilette en fait. Et souvent, je mets des gens dans des situations de mieux-être parce que je leur dis affrontez la vie différemment, arrêtez de penser ce que va dire le voisin ou mes parents ou mon mari. Faites ce que vous avez envie de faire, montrez ce que vous avez envie d'être. Et j'ai beaucoup aidé des femmes comme ça qui ont suivi mon conseil et qui ont explosé par la suite parce qu'effectivement elles se sont dévoilées. Moi, en fin de compte, j'étais timide. Quand j'étais avec mes frères et sœurs, je commandais, je disais tout ce qu'il fallait faire, mais dès l'instant où je sortais de chez mes parents, j'étais très timide.
Je peux vous assurer que ça n'a pas duré longtemps. D'où les Samia. perruques, vous savez, les perruques c'est important dans votre timidité Ah oui? parce que vous jouiez un rôle et Tout vous à fait. gardiez votre féminité à l'intérieur sous la perruque. Tout à fait. Mais vous avez fait de ce complexe quelque part Un atout. une réussite. Très bien. Eh bien, bravo pour ce parcours. Annie, à l'âge de 22 ans, vous avez créé votre propre entreprise de perruques, puisque c'était votre passion. Comment avez-vous fait prospérer cette société en peu de temps? Vous disiez tout à l'heure que vous étiez vous-même modèle et que vous alliez proposer vos modèles. La première chose que j'ai eue, c'était l'idée, en portant des perruques, qui étaient des vrais carcans et qui grattaient la tête. Quand j'étais au restaurant, je prenais une fourchette et je me grattais la tête avec une fourchette, ce qui était peut-être pas très élégant. Et j'avais qu'une envie, c'était d'avoir des perruques avec des trous. Et la personne chez qui j'ai acheté les perruques à l'époque, je lui dis ça un jour, il me regarde, il me dit « Vous n'y croyez pas, comment voulez-vous qu'on mette des cheveux sur les trous ?» Et je réponds « Autour des trous ». Mais lui, il capte pas. Mais moi, ça me trotte dans la tête. Et je rentre chez moi et je dis, mais oui, c'est possible de faire des cheveux autour des trous et on peut composer une base et faire une perruque. Donc je suis partie en Extrême-Orient, dans les unités de production, et j'ai appris aux Chinois à faire des perruques avec des trous. Je suis revenue 3 mois après et j'avais une collection de perruques qui était complètement différente de celle qui était proposée sur le marché. Je suis rentrée dans les grands magasins, j'ai fait tous les week-ends des démonstrations dans les grandes surfaces. Après, j'ai fait les foires internationales et les foires nationales. Enfin, j'ai vraiment travaillé beaucoup. Pendant 20 ans, je n'ai pas pris un jour de congé, travaillé 7 jours sur 7. Et ça ne rend pas malade et on n'est pas plus fatigué pour ça. Qui sont vos plus gros clients aujourd'hui? Le médical, malheureusement, tout ce qui touche le problème de santé. Moi, perruque, ça me fait penser quand même au traitement, à la chimiothérapie, aux cheveux qui tombent. Et... Ça fait 20 ans que je me suis vraiment positionnée dans le monde du besoin, dans le monde médical. Très important de rendre leur féminité à des femmes qui souffrent ça. dans leur chair. C'est comme ça que je suis rentrée dans le monde médical et je n'en suis jamais ressortie. Et j'ai donné 20 ans de ma vie à ne faire que ça. J'avais des décharges émotionnelles le soir quand je rentrais chez moi parce que j'écouterais trop les gens. J'arrivais à être vraiment pas bien. Et puis jusqu'au jour où une personne qui fait du spectacle pour les comédies musicales est venue me voir et me dit « Annie, j'ai 300 perruques à faire en 2 mois. Est-ce que tu tiens la route ?» J'ai explosé, j'ai dit quoi qu'il en soit, j'ai tout faire et j'ai fait la première comédie musicale que je n'avais pas faite depuis 20 ans et je me suis relancée dans cette notion de mode, de spectacle et en fait ça m'a servi aussi dans la création des perruques pour le médical parce que les perruques pour le médical ont évolué énormément sur le bien-être, le confort, etc. Jusqu'à se baigner avec les perruques ou dormir avec. Alors aujourd'hui, à 70 ans, vous n'avez toujours pas pris votre retraite. Vous avez quand même un petit peu levé le pied. Comment occupez-vous votre temps libre, s'il y en a? J'ai fini par effectivement vendre mon affaire. Donc je travaille que 2-3 jours par semaine. Et qu'est-ce que je fais de mon autre temps? Je suis aussi, comme notre amie Tina, très touchée par le malheur des autres. Je dis toujours que je suis née pour donner, je suis née pour partager. Je crois que c'est la grande famille qui veut ça. Et de toute ma vie, j'ai donné. Et j'ai toujours donné sans attendre de retour. Et je crois que c'est ça aussi la réussite dans les affaires. C'est que vous foncez, vous êtes sûr de vous. Et puis quelque part, eh bien, vous aboutissez à quelque chose parce que vous ne comptez pas et vous êtes vraiment toujours très sincère et vous n'attendez rien des autres. Donc aujourd'hui, j'occupe mon temps sur les associations. Actuellement, je suis présidente d'une association qui est très drôle, c'est l'église du village où j'habite. Mais j'ai récolté en 3 ans de temps 380 000 € et dimanche dernier 45 000 €. Dis donc, alors, je vais vous laisser discuter avec Tina. Je ne sais pas si vous êtes déjà en contact tous les deux, mais elle a une formation en coiffure. J'en prends 10, hein, les petits à sauver. Voilà. 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 Vous parlez des petites filles? Ouais. 10. Voilà. Ok. Très bien.